Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler d'un sujet que j'ai pas encore abordé sur ma chaîne, qui est la victimologie. Je pense que vous le savez, j'ai fait des études de criminologie et du coup pendant ces cours-là, j'ai eu des cours qui traitaient de victimologie, notamment le sujet dont je vais vous parler aujourd'hui qui est le traumatisme et puis les réactions face au traumatisme. Et je pense que ça peut être vraiment super intéressant puisque c'est quelque chose dont j'ai vraiment presque jamais parlé, étant donné que généralement quand je fais des histoires sur des tueurs en série, des crimes, etc., on a beaucoup plus d'informations sur les criminels que sur les victimes. Donc pour le coup, je pense que c'est un sujet qui peut être un petit peu inédit et éventuellement vraiment vous intéresser puisque vous allez le voir, on peut tous potentiellement être concernés par ce sujet-là. Comme d'habitude, je vous laisse vous installer bien confortablement, éteindre vos lumières et si vous êtes prêts, c'est parti. Alors pour commencer cette vidéo, on va déjà définir qu'est-ce qu'un traumatisme. Selon le DSM, un événement traumatique, c'est une exposition à la mort, à des blessures graves ou à de la violence sexuelle, qu'elle soit de manière effective ou potentielle. Et le manuel diagnostique va préciser un petit peu les situations auxquelles il fait référence. Déjà, il y a bien évidemment vivre soi-même directement l'événement, mais il y a aussi être témoin en direct d'une personne qui est victime de l'événement. Ça peut aussi concerner le fait d'apprendre le fait que l'événement a été vécu par un membre de la famille ou quelqu'un de proche. Dans le cas d'une mort d'un proche, on va vraiment parler de traumatisme quand la mort est très soudaine et très brutale. Et ça va aussi concerner les personnes qui sont amenées à vivre une exposition répétée et extrême aux détails pénibles de l'événement. Je pense par exemple à toutes les personnes qui interviennent sur des événements traumatisants, c'est-à-dire les secours, les pompiers, la police, etc. L'événement traumatique, c'est donc généralement soit un événement soudain, brutal et violent, par exemple un accident de la route ou une agression physique, ou alors c'est la situation de répétition d'événements de souffrance, par exemple de la maltraitance ou une situation de guerre. Certains événements de vie sont exclus de ce qu'on va considérer comme des événements traumatiques. C'est le cas par exemple de la perte d'emploi, des difficultés financières ou d'un vécu relationnel compliqué. Ce sont évidemment des éléments qui sont très importants et qui peuvent impliquer des perturbations émotionnelles qui vont ensuite engendrer des difficultés potentielles d'adaptation. Pour autant, ça va pas être ce qu'on va considérer comme vraiment un événement traumatique. Et étant donné qu'on ne réagit pas tous de la même façon aux événements, il a été proposé par Louis Kroc de parler d'événements potentiellement traumatisants. En effet, il faut bien comprendre que le trauma, c'est pas quelque chose d'universel. C'est-à-dire que 10 personnes qui vont vivre finalement la même situation traumatisante, qui vont se retrouver par exemple au même endroit au moment d'un attentat, elles n'auront pas du tout la même façon de réagir et ensuite de vivre cet événement-là. Ça va vraiment être très différent en fonction de chacun, notamment en fonction de certaines personnes qui auront peut-être un petit peu plus de capacité de résilience et d'autres qui seront à l'inverse beaucoup plus vulnérables. De plus, et comme on l'a vu juste avant avec la définition qui est donnée par le DSM, c'est parfois pas les victimes directes d'un événement qui vont être les plus traumatisées, ça peut vraiment beaucoup plus toucher les personnes de leur entourage, les secours ou encore les témoins qui ont vu la scène, et ça c'est les personnes qu'on appelle les victimes indirectes. Le terme de traumatisme vient du grec ancien qui signifie blessure. En 1916, Freud écrivait que le traumatisme, en fait, c'est l'impact de l'événement traumatique qui fait effraction dans le psychisme de la victime. En fait, ce qu'il dit, lui, c'est que normalement, notre psychisme, il a dressé un certain nombre de barrières qui nous permettent de se protéger un petit peu des agressions quotidiennes. Mais que justement, quand il y a cet événement qui est soudain, qui est brutal, qui est l'événement traumatisant, ça va venir casser ces barrières et complètement déséquilibrer tout notre psychisme.
Et Louis Krug, qui est un expert de cette problématique-là, lui donne cette définition: le traumatisme est un événement violent et brutal qui fait irruption dans la vie d'un individu. La victime est complètement débordée face à l'événement. Ses défenses psychologiques sont anéanties. Je vous ai parlé au départ de l'exposition à la mort et c'est vraiment cette confrontation-là qui va généralement engendrer le trauma, puisqu'en fait on se retrouve face au néant. Et c'est ce qui laisse la victime dans une incapacité d'élaborer, c'est ce qu'on appelle la sidération. Vous savez, on dit très souvent que c'est un petit peu comme si le temps s'arrêtait pour ne laisser place que à la violence et à l'incompréhension. Il y a vraiment cette notion de choc qui est tellement brutale qu'on n'arrive pas du tout à analyser ce qui se passe, à analyser la situation, et en fait on n'arrive pas à trouver un sens pour expliquer qu'est-ce qui vient de se produire. Ça, c'est quelque chose qui est vraiment ressenti à la fois par les victimes directes mais aussi par les victimes indirectes. On peut le voir notamment dans certains cas de personnes qui étaient très loin, qui étaient distanciées par exemple derrière leur télé ou même à une grande distance. Certains d'entre vous l'ont forcément vécu au moment du 11 septembre. Tout le monde était complètement abasourdi derrière sa télévision. La réaction qu'on a en général à ce moment-là, c'est, comme je vous le disais, de l'incompréhension totale. On n'arrive pas du tout à analyser la situation qui est en train de se produire. D'ailleurs, il y a même un sentiment généralement d'incrédulité totale. On se dit que c'est juste même pas possible, et c'est souvent ce qui sort en premier. On se dit mais c'est pas possible, qu'est-ce qui est en train de se passer? Parce que ça dépasse complètement notre entendement, qu'on est dans une totale incompréhension, et c'est ce qui s'appelle la rupture avec la réalité. Et bien souvent cette sidération, elle est accompagnée un petit peu plus tard d'un sentiment de culpabilité, puisque les personnes, les victimes, se sentent complètement décalées de la réalité au moment des faits, et après coup elles vont vraiment s'en vouloir. Il y en a plein qui vont dire des choses, par exemple j'étais impuissant, c'est comme si j'étais dans un film, je me suis sentie spectateur, j'étais déconnectée de la réalité, et c'est pour ça qu'elles ont eu beaucoup de mal à agir. Alors comme je vous l'ai dit précédemment, tout le monde ne réagit pas forcément de la même façon face à une même situation. Et on va distinguer deux formes de réaction. Déjà, il y a le stress adapté et puis de l'autre côté, le stress dépassé. Le stress adapté, comme son nom l'indique, ça va être une réaction de stress ponctuelle qui va permettre de mobiliser ses capacités intellectuelles et physique afin d'arriver à passer à l'action de manière efficace. Bref, c'est une réaction qui va être adaptée à l'environnement et qui va concerner environ 80% des réactions au moment d'un événement traumatique. Ça va être des personnes qui vont généralement être capables de garder leur sang-froid. Je pense par exemple dans une situation de braquage, eh bien ça va être des victimes qui vont être capables finalement de coopérer avec les malfaiteurs, de leur donner leur sac, de leur donner leurs affaires, de leur donner l'argent, parce qu'elles savent que ça n'en vaut pas la peine et qu'il faut qu'elles préservent leur vie. Donc elles vont pas se mettre à paniquer et elles vont agir de manière rationnelle. Donc comme vous pouvez le voir, dans une situation de stress adapté au niveau psychique, l'émotion n'a pas débordé sur le cours de la pensée. Cela dit, après une réaction de stress adaptée, il est tout à fait normal de ressentir tout un tas de symptômes physiologiques et mentaux, par exemple de l'anxiété, de la tachycardie, de la tension, de la sueur, pâleur, nausées, tremblements, frissons, fébrilité, etc. Mais généralement, ça ne va durer que quelques heures avant de réussir à retomber. A l'inverse, dans d'autres cas, eh bien, l'émotion va complètement déborder le psychique, et c'est là qu'on va se retrouver dans le cas de figure qu'on appelle le stress dépassé. Dans ce cas-là, vous l'avez bien compris, l'individu ne parvient pas à faire face à l'événement de manière rationnelle et adéquate. Il existe 4 formes principales de stress dépassé. La plus courante, c'est celle dont j'ai déjà parlé juste avant, qu'on appelle la sidération. En gros, la victime est complètement paralysée, elle est figée, elle ne peut absolument pas agir puisque justement il y a un débordement d'émotions à l'intérieur de sa tête. Généralement c'est de l'incompréhension et de la peur, et du coup eh bien toutes ces émotions là font qu'elle se fige et elle est totalement dans l'incapacité d'agir. C'est la réaction de stress dépassé la plus commune, et pourtant, comme je vous l'ai dit, il y a plein de victimes qui vont avoir tendance après coup à se culpabiliser en se disant qu'elles auraient dû agir, qu'elles auraient dû peut-être se débattre, essayer de fuir, etc. Mais c'est vraiment quelque chose, il faut bien comprendre que c'est quelque chose de totalement incontrôlable. Ensuite, la deuxième forme de stress dépassé, c'est inversement l'agitation
psychomotrice. C'est une réaction qu'on va voir un petit peu plus souvent dans les phénomènes de masse, c'est-à-dire quand vraiment l'événement traumatique touche un grand nombre de personnes. Là, les victimes, elles vont être très agitées sur le plan moteur, donc il va y avoir plein de gesticulations inutiles, mais aussi au niveau de la parole, on va souvent avoir des discours qu'on appelle logoréiques, c'est-à-dire un flux de parole incessant et très incohérent, confus. Là, comme les fonctions mentales sont débordées, encore une fois, par l'incompréhension, par la peur, par le choc, eh bien toute cette tension, cette excitation qui bout un petit peu à l'intérieur de la personne a besoin de se libérer et va se libérer sur le plan psychomoteur. Et quand les secours arrivent sur place, ce qu'ils vont généralement trouver, ce sont des personnes qui vont être extrêmement excitées, extrêmement agitées, qui tremblent, qui pleurent, qui crient, mais qui par exemple n'ont absolument pas pensé à appeler les secours. Donc elles sont vraiment dans une espèce d'action, mais pas une action efficace. La troisième forme, ça s'appelle la fuite panique, et ça c'est une réaction qui est plutôt dangereuse parce qu'en fait les victimes se mettent à courir sans analyser la situation, donc c'est potentiellement risqué puisqu'elles peuvent éventuellement se mettre à courir vers la source du danger. En plus de ça, c'est une réaction qui est très contagieuse, qui peut être à l'origine de ce qu'on appelle les mouvements de foule, et ça va finalement causer encore plus de victimes que l'événement traumatique de base. Pour le coup, ça c'est quelque chose qui m'est déjà arrivé personnellement et je peux vous dire que c'est vraiment effroyable parce qu'en fait, il y a vraiment une impulsion motrice à courir avant même d'avoir pu réfléchir à quoi que ce soit. C'est-à-dire que moi, quand ça m'est arrivé, je me suis rendu compte que j'étais déjà en train de courir avant même d'avoir pensé il faut que je me mette à courir. Et c'est simplement de voir des gens complètement paniqués qui couraient dans tous les sens, je me suis mis à faire la même chose. Mais c'était vraiment quelque chose de complètement automatique, je m'étais même pas rendu compte en fait que j'étais moi-même en mouvement et voilà, c'est vraiment très effrayant. Et puis la dernière réaction, c'est ce qu'on appelle l'action automatique. Là c'est quelque chose d'un petit peu plus subtil puisqu'en fait la personne, elle va agir de façon complètement procédurale mais son esprit sera totalement ailleurs. Donc c'est pas quelque chose de très visible généralement. Ça va être notamment certaines personnes des secours qui vont réussir en fait à effectuer tous les gestes qu'ils doivent faire pour sauver la personne, mais vraiment ils vont être complètement en décalage avec leur esprit. Généralement c'est des personnes qui n'auront aucun souvenir de tout ce moment, qui vont faire un gros blackout du moment choquant parce que leur esprit se dissocie et part complètement ailleurs et leur corps continue à agir. C'est aussi le cas par exemple de certaines personnes, certains conducteurs qui vont être témoins directs d'un grave accident de la route et qui vont continuer à conduire. Et en fait, une fois arrivés chez eux, ils se rendent compte qu'ils ne savent absolument pas comment ils sont rentrés chez eux. Ils ne s'en rappellent pas parce que vraiment il y a ce moment où l'esprit, encore une fois complètement débordé, se déconnecte. Mais les gestes continuent à être faits et à être faits plus ou moins correctement. Donc c'est pour ça que je vous dis que c'est un petit peu plus difficile à déceler. Et il y a plein de personnes qui vont pas forcément prendre vraiment conscience du fait que finalement oui c'était un vrai traumatisme pour elles. Voilà pour les 4 formes classiques de réaction de stress dépassé. En vrai il y en a d'autres qui sont, j'ai envie de vous dire, beaucoup plus rares et un peu plus complexes, donc je vais pas forcément les aborder dans cette vidéo. Je pense que déjà avec les 4 que je vous ai définis, ça rassemble une grosse partie, une grosse majorité des cas. Par la suite, après une réaction de stress dépassée, la victime peut voir son quotidien continuer à être perturbé par tout un tas de symptômes. Si ces symptômes-là perdurent pendant plusieurs semaines à 1 mois maximum, on va appeler ça un état de stress aigu. Et si jamais ça dure plus que 1 mois, c'est là qu'on va parler d'un état de stress post-traumatique. L'état de stress aigu correspond principalement à une diminution des réponses émotionnelles positives, c'est-à-dire que là où une personne avait l'habitude de prendre du plaisir dans certaines activités, eh bien elle n'y parvient plus. Les victimes se sentent généralement détachées de leur corps, elles ont une tendance à revivre très régulièrement l'événement traumatique. Elles sont anxieuses, elles éprouvent des difficultés à dormir mais aussi à se concentrer, elles se sentent plus irritables et puis elles sont aussi en état d'hypervigilance, c'est-à-dire qu'à la moindre petite alerte ou au moindre petit bruit, elles ont tendance à vraiment sursauter.
À cause de tout ça, ces personnes-là vont commencer à adopter des stratégies d'évitement, c'est-à-dire qu'en fait elles vont tout faire pour pas se retrouver confrontées à des choses qui leur rappellent l'événement traumatique, que ce soit des conversations, des émissions à la télé, ou bien retourner sur les lieux là où ça s'est produit, ou dans des situations qui peuvent éventuellement leur rappeler le contexte de l'événement. Donc elles vont finalement avoir tendance à se renfermer et à s'isoler. Ça dure généralement quelques semaines après un événement traumatique. Mais si jamais ça persiste encore plus longtemps, au-delà de 1 mois, c'est là qu'on va vraiment parler de l'état de stress post-traumatique. Vous allez le voir, les symptômes sont sensiblement les mêmes que ceux que je viens d'énoncer. Je vais vous parler un petit peu plus précisément des symptômes qui ont été décrits par le DSM-5. Alors selon le manuel, il y a 4 types de symptômes. Le premier, c'est la reviviscence, c'est-à-dire que les victimes d'un état de stress post-traumatique vont avoir tendance à revivre l'événement traumatisant, que ce soit par des flashbacks, que ce soit par des cauchemars. Elles sont tout le temps, en fait, elles n'arrivent pas à vivre leur vie quotidienne sans être tout le temps ramenées à l'événement qui les a traumatisées. Le second symptôme, c'est ce dont je viens de vous parler, c'est l'évitement, c'est-à-dire que c'est des personnes qui vont tout faire pour esquiver les situations, les lieux, les endroits et puis toutes les discussions qui peuvent éventuellement les ramener au traumatisme. La troisième, c'est les altérations négatives persistantes de l'humeur et des cognitions. Donc du coup ça c'est vraiment ce que je vous disais aussi tout à l'heure, c'est le fait qu'une personne qui a été victime d'un événement traumatique, elle a plus envie de rien, elle n'arrive plus à éprouver de plaisir dans ce qu'elle fait, mais elle a aussi des difficultés au niveau de ses cognitions, à se concentrer, parfois même à parler, etc. Donc il y a vraiment tout un tas de choses qui comme ralentissent un peu son processus de pensée. Et le dernier symptôme c'est l'hyperréactivité, donc c'est-à-dire que la personne elle est tout le temps en alerte, elle est prête à bondir, à sursauter dès qu'il y a le moindre petit truc, et ça c'est quelque chose qui va énormément les fatiguer. Ces critères-là que je vous ai énoncés, ils sont valables à la fois pour les adultes, pour les adolescents et pour les enfants de plus de 6 ans. Dans le cas particulier des enfants de moins de 6 ans, on a des critères un petit peu plus spécifiques qui sont vraiment précisés dans le DSM. Comme vous l'avez compris, pour qu'on puisse diagnostiquer un état de stress post-traumatique, il faut qu'il y ait ces symptômes-là qui soient présents depuis plus d'1 mois. Et puis aussi, il faut que ça ait un véritable retentissement sur le quotidien de la personne, c'est-à-dire sur une sphère, notamment sphère professionnelle, sphère affective ou toute autre sphère très importante à son quotidien. À ça peuvent s'ajouter, mais c'est pas obligatoire, des syndromes dissociatifs qui sont la dépersonnalisation et la déréalisation. La dépersonnalisation, c'est le fait qu'une personne va se sentir distante par rapport à elle-même, un petit peu comme si elle était spectatrice de sa propre vie, elle n'arrive plus à vraiment sentir son esprit dans son corps. Et la déréalisation, c'est un petit peu l'inverse, c'est la personne qui a l'impression que tout son environnement, tout ce qui est autour d'elle est faux, comme si elle se trouvait dans un décor ou dans un rêve, dans quelque chose de pas réellement concret. On peut aussi trouver les sentiments de culpabilité, comme je vous le disais tout à l'heure, le fait que la personne va se demander pourquoi est-ce qu'elle n'a pas mieux réagi au moment de l'événement, qui va se dire mais j'aurais dû faire comme ci, j'aurais dû faire comme ça, qui va être tout le temps en train de revivre la situation et d'imaginer ce qu'elle aurait dû faire et du coup s'en vouloir de pas avoir été plus alerte peut-être ou plus réactive, etc. Et on trouve aussi, éventuellement, pas obligatoirement non plus, ce qui s'appelle le syndrome du survivant. Là c'est vraiment une forme de culpabilisation par rapport au fait de se dire pourquoi est-ce que moi je m'en suis mieux sortie que d'autres personnes si on est vraiment dans le cadre par exemple d'un attentat ou d'une agression un peu collective, pourquoi est-ce qu'il y a des personnes qui sont décédées ou qui ont été gravement blessées et que moi je m'en sors mieux qu'elles. On peut également parler de l'état de stress post-traumatique à expression retardée, dans lequel, si vous voulez, certains des symptômes que j'ai énoncés avant ont pu apparaître directement après l'événement, mais on va dire que la majorité des symptômes vont apparaître avec au moins 6 mois de décalage par rapport au traumatisme.
Donc du coup c'est quelque chose qui est pas facile à détecter chez les victimes elles-mêmes et puis même pour les professionnels, parce qu'en fait c'est des personnes qui vont se dire finalement qu'elles ont bien réussi à passer au-dessus, et quand ça va apparaître avec plein de décalage, elles vont peut-être avoir un peu plus de mal à faire le lien avec l'origine de leur trouble. Et là je vous ai dit 6 mois, mais c'est un peu un point de départ, c'est-à-dire qu'en vrai ça peut même arriver parfois des années plus tard, c'est pour ça que c'est vraiment compliqué. Souvent justement ça va arriver, ça va éclater quand c'est vraiment plusieurs années plus tard, parce qu'il y a un autre événement traumatique qui va venir refragiliser l'espèce de fracture qu'il y avait déjà psychiquement. Et souvent ça peut être un petit quelque chose, mais qui va venir finalement faire complètement sauter les défenses qui s'étaient mises en place jusque-là. Je vous disais en introduction que la notion de traumatisme, elle nous concerne vraiment tous. Pour ça, je vais vous donner quelques chiffres issus d'une étude qui a été faite en 1998 par Brello. Près de 90% de la population vivra dans sa vie un événement considéré comme traumatisant ou bouleversant. Dans 60% des cas, il s'agira de la mort brutale et soudaine d'un proche. Environ 40% des individus risquent d'être victimes d'une agression physique au cours de leur vie. 29% assisteront à la mort ou à la blessure grave d'une autre personne. À peu près 28% de la population vivra un accident grave de la route et 17% vivra un désastre naturel. Mon but avec ces chiffres, c'est absolument pas de vous déprimer, c'est juste pour vous dire que le traumatisme, c'est vraiment quelque chose qu'on risque tous d'être amenés à vivre au moins une fois dans notre vie. Mais si vous avez bien suivi ce que je vous ai dit, ce n'est pas parce qu'on vit une expérience traumatisante qu'on va forcément être touché après par un état de stress post-traumatique. Ça concerne qu'un petit pourcentage après des personnes qui vivent une expérience traumatisante. Si vous voulez, par exemple, selon une étude aux États-Unis et au Canada, c'est entre 6 et 9% de la population qui sera amenée à ressentir cet état de stress post-traumatique au cours de sa vie. Et puis bien évidemment, on n'est pas du tout tous à égalité face à ça. Il y a des personnes qui ont beaucoup plus de facteurs de risque de développer un traumatisme. Ça va être évidemment les habitants de pays en guerre ou des personnes qui sont vraiment tout le temps confrontées à la violence. Donc je pense notamment aux soldats, aux personnes dans l'armée, comme je vous le disais tout à l'heure, à toutes les personnes qui sont dans le secours, que ce soit je sais pas, les ambulanciers, les infirmiers, les personnes qui travaillent dans les hôpitaux, les pompiers, les policiers, et enfin tous ces corps de métier là. Il y a aussi une très nette différence entre les hommes et les femmes, puisque les femmes, elles ont 2 fois plus de chances de vivre un traumatisme et de rester traumatisées par la suite que les hommes, donc c'est quand même très significatif. En fait, il y a 3 catégories de facteurs de risque de développer un état de stress post-traumatique. La première, c'est tout simplement les facteurs antérieurs à l'événement. Ça va être, comme je vous le disais, le fait d'être une femme, ça peut être un autre traumatisme dans le passé, ça peut être un trouble mental, un niveau de QI faible, la personnalité, il y a même la génétique qui peut jouer là-dedans. Ensuite, il y a les facteurs qui sont concomitants à l'événement traumatique, c'est-à-dire tout simplement à quel point est-ce que la personne a été proche ou pas de la mort, la sévérité des blessures, la sévérité du traumatisme en lui-même. Et puis, il y a les facteurs post-traumatiques, ça va concerner tout ce qui est le relationnel, le soutien que la personne a pu recevoir, que ce soit de ses proches, mais aussi un soutien psychologique. C'est aussi les difficultés financières, puisqu'évidemment, on va pas se mentir, les personnes qui ont un niveau de vie suffisant, elles vont avoir beaucoup plus de facilité à remonter la pente et à se remettre en selle. Donc voilà, il y a tout un tas d'éléments finalement qui vont faire qu'une personne va ou pas développer un état de stress post-traumatique. La bonne nouvelle, c'est qu'il existe vraiment beaucoup de formes de prise en charge possibles pour les personnes qui sont traumatisées. Vous avez bien évidemment tout ce qui est de l'ordre de la psychothérapie, et là il y a tout un tas de formes qui existent. Il y a les TCC, il y a la relaxation, il y a l'hypnose, il y a le MDR. Enfin, il y a vraiment toute une variété de formes de psychothérapie qui est possible, ce qui permet de s'adapter vraiment à la personnalité et au goût de chaque personne et chaque victime. Il y a bien entendu les prises en charge médicamenteuses, que ce soit des antidépresseurs, des anxiolytiques, ça c'est quelque chose qui peut vraiment aider à soutenir la personne dans les premiers mois notamment. Et puis il y a aussi tout un tas de formes de thérapie un petit peu plus
spéciales, on va dire. Moi j'en ai retenu 2 que je connais un petit peu pour avoir vu des articles dessus. Il y a notamment l'utilisation de certains jeux vidéo, par exemple Tetris, qui est pas mal utilisé pour les personnes qui ont été traumatisées. Alors visiblement ça fonctionne vraiment si on fait jouer à Tetris dans les heures qui suivent l'événement traumatisant, parce que ça permet je pense de remplacer et de replacer en fait les cognitions. Comme je vous l'ai expliqué, quand on est complètement débordé par l'émotion, ça fait un peu plus appel à de la réflexion, etc. Donc ça permet de faire un peu redescendre toute cette tension là. Et puis sur du plus long terme, il y a la zoothérapie qui est quelque chose que moi j'apprécie beaucoup, c'est-à-dire le recours à certains animaux qui font office de thérapeute pour les victimes. Et ça, il y en a beaucoup, je crois, surtout aux États-Unis et dans tous les pays anglophones, j'en ai vu pas mal, notamment par exemple des anciens soldats à qui on donne du coup un chien thérapeute ou un chat thérapeute, mais ça va aussi sur des animaux un petit peu plus spéciaux. Il y a notamment les chevaux, j'ai même vu des ratons laveurs ou des oiseaux, etc. Donc il y a vraiment toute une possibilité assez infinie au niveau des animaux thérapeutes. Écoutez, j'en ai fini avec ce petit cours de victimologie. Il me restera à aborder un point qui est quand même assez important, dont je n'ai pas du tout parlé dans cette vidéo, qui est l'évaluation de la crédibilité des témoignages des personnes victimes de traumatisme. C'est quelque chose qui concerne beaucoup plus, on va dire, l'aspect judiciaire, et pour lequel il y a pas mal de psychologues et de psychiatres qui sont appelés à devoir faire des évaluations de ces choses-là, mais je me le réserve pour une autre vidéo, pour un cas un petit peu plus pratique où du coup on parlera de ça. Voilà, j'espère vraiment en tout cas que cette vidéo a pu vous intéresser, que c'était pas trop rébarbatif, parce que je sais qu'il y avait un certain nombre de termes un peu spécifiques, etc. Mais je pense quand même que dans l'ensemble c'est quelque chose qui peut vraiment vous intéresser, puisque ça change vraiment de ce que je fais d'habitude, et qu'en général vous aimez bien les petits cours de psycho, donc voilà. J'espère vraiment que ce sujet de vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et puis en me laissant des petits pouces bleus pour me le signifier. Moi je vous dis à très vite pour une prochaine histoire. J'embrasse vraiment très fort toutes les personnes qui pensent à aller faire un tour sur mon compte Utip. Merci beaucoup. Prenez grand soin de vous et puis en attendant, n'oubliez surtout pas de rallumer vos lumières. 1, 2, 3, 4.